Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore une fois dans l'émission Débat Éducation pour parler du système éducatif. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser beaucoup plus aux candidats qui viennent de réussir, en tout cas aux élèves bacheliers des séries D et C, dans leur performance ou contre-performance en mathématiques et sciences physiques. Vous le savez très bien, il y a quelques semaines, les résultats du baccalauréat ont été proclamés et chacun connaît déjà son sort. Quelle que soit la série, de toute façon, du bachelier, les notes en mathématiques et en sciences physiques détermineront nécessairement son parcours universitaire. Et donc, c'est de tout cela que nous allons parler au cours de cette émission avec un spécialiste que j'aurai le temps de vous présenter. Débat thématique, c'est dans un instant. Pour analyser la contre-performance des élèves des séries C et D dans les matières mathématiques et sciences physiques, eh bien, je suis sur ce plateau avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Il était déjà passé dans cette émission. Il nous a suffisamment éclairé sur les causes de la faible performance. Cette fois-ci, c'était des professeurs des mathématiques et des sciences physiques et les initiatives qu'il prend pour contribuer à améliorer la situation. Alors, je suis donc sur ce plateau avec le professeur Thiarière. Il est professeur titulaire des mathématiques des deux universités du Togo et il enseigne aussi à l'ENS de Tapamé. L'ENS, c'est l'école normale supérieure de Tapamé où on forme les professeurs pour le collège. Monsieur le professeur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, mon cher ami, monsieur le journaliste. C'est ça. Comme je le disais, les résultats du baccalauréat, deuxième partie, enseignement général comme enseignement technique ont été proclamés il n'y a pas longtemps, ça fait déjà quelques semaines. Nous allons nous intéresser aux performances ou aux contre-performances aussi des bacheliers dans les matières mathématiques. Mais avant que vous n'interveniez, on va juste sur une ambiance de la proclamation des résultats au lycée de Tocoin. Sur la base de nos investigations, il se trouve que les élèves de série A, on a 31 000 admis. En série DC confondue, nous avons 23 000 admis. Mais ce qui est intéressant dans le cadre de notre émission, c'est ceux qui ont fait la série C, avec comme matière de base fondamentale les mathématiques et les sciences physiques. On a 457 admis. Et sur les 457 admis, nous n'avons que 140 qui ont la moyenne maths et sciences physiques. Il y a problème, monsieur le professeur. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je m'en voudrais de ne pas dire sincèrement merci à vous tous, à toute l'équipe de l'émission Débat Éducation, pour tout ce que les uns et les autres font pour essayer d'alerter et nous les parents et les élèves ainsi que les décideurs. Merci à toute l'administration de la TVT. Évidemment, comme vous venez de le dire, les résultats du baccalauréat sont sortis. Nous avons eu cette année 78 452 candidats. Et sur les 78 452 candidats, nous avons eu 54 598 admis, ce qui représente 69,59%. Cela veut dire que c'est plus ou moins presque 70%. C'est-à-dire sur 100 élèves, 70 ont décroché le diplôme de baccalauréat, ce qui est très intéressant. Maintenant, allons-y dans les statistiques. Comme vous l'avez si bien dit, sur les 54 598, oui. La série A4 seule a 31 139 admis, ce qui représente 57%. Et toutes les 10 autres séries, à savoir série C, série D, série E, F1, F2, F4, G1, G2, G3 et TI, se partagent 23 459 admis. Alors, du coup, je pense que ça mérite d'analyser pour comprendre pourquoi ce grand déséquilibre. C'est ça.
Quant à la série C, sur les 54 598 admis, la série C n'a que 467 admis. Et sur les 467, 140... Et sur les 467, seuls 140 ont une moyenne qui dépasse 10 sur 20. Alors du coup, il est clair qu'il y a problème. Tout à fait. Alors, avant de laisser mon invité poursuivre, nous avons tendu le micro à un autre spécialiste qui est analyste des questions éducatives. Il est spécialiste d'orientation scolaire et professionnelle, qui lui aussi s'est intéressé à ces chiffres et a donné son avis sur la question. On va l'écouter et notre invité va réagir. Dans notre pays, il y a une faible diversification des offres de formation. Et lorsqu'il s'agit des offres de formation d'enseignement général, ces formations sont beaucoup plus représentatives. Et c'est ainsi que nous constatons dans chaque préfecture l'existence d'au moins un lycée d'enseignement général, ce qui n'est pas le cas pour les offres de formation d'enseignement technique et de formation professionnelle, ont une représentation qui n'est pas très agréable au niveau des élèves. À cela s'ajoute la faible proportion des enseignants de mathématiques. Ceux qui sont qualifiés pour donner la formation ou l'enseignement en mathématiques sont pratiquement inexistants. On fait recours aux substituts. Et au-delà du fait que leur nombre n'est pas suffisant, il y a aussi un aspect important, la pédagogie des mathématiques. Nombreux sont ces enseignants qui ne savent pas transmettre. Parce qu'une chose est d'avoir les compétences, l'autre chose est de savoir transmettre ces compétences. Le peu d'enseignants qui sont là, leur attitude ne permet pas à certains élèves de s'intéresser aussi aux mathématiques. Un élément fondamental pour couronner tout ce que nous avons dit antérieurement, la question de l'orientation scolaire et professionnelle. Bien d'enfants, bien d'élèves aujourd'hui ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école. Nous avons mené un sondage sur 1700 élèves en terminale à Lomé par rapport à leur choix. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur bac au lendemain de leur réussite? Sur les 1700 élèves, près de 1600 ne savent pas ce qu'ils veulent faire avec leur bac. Vous voyez que le problème, il est sérieux et nous devons le traiter avec beaucoup de rigueur. L'analyste, M. Bala, il est spécialiste d'orientation. Alors, il a déjà amorcé la question que je vais poser à notre invité, les causes institutionnelles, sociales et explicatives de ces faibles performances des élèves des séries scientifiques dans leur matière de base, que sont les mathématiques et les sciences physiques. Bien, quels sont peut-être les facteurs qui peuvent expliquer cette faible performance de nos élèves dans les séries scientifiques? J'exclus les causes culturelles. Pour moi, il n'y a pas une culture qui peut permettre ou ne pas permettre à quelqu'un de faire les mathématiques. C'est ça. Moi, je pense que c'est plutôt des facteurs institutionnels et historiques. Pourquoi? Vous savez, notre pays, comme tous les autres pays, au lendemain des indépendances, avait compris que l'enseignement des sciences exactes doit être une priorité. C'est ainsi qu'en 1970 déjà, le gouvernement d'alors avait créé l'organisme... Le gouvernement togolais. Oui, le gouvernement togolais d'alors avait créé l'organisme de recherche sur l'enseignement des mathématiques qu'on appelait OREM. Bien avant IRMA en Côte d'Ivoire. Bien avant l'Union mathématique africaine de 1976. Ça veut dire que nous étions les pionniers. Ça veut dire que le Togo était déjà, savait déjà que, attention, il nous faut. En 1986, l'OREM a été transformé en IREM, Institut de recherche pour l'enseignement des mathématiques. Ce qui est une bonne chose. Déjà en 88-89, le Togo avait initié les lycées scientifiques qui ont été supprimés par la conférence nationale. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Et on arrive en 93 où il y a rupture de la coopération avec l'Occident. 90% des enseignants de mathématiques étaient des coopérants français, américains. Tous ont replié. Alors du coup,
on a pensé que tout le monde peut enseigner les mathématiques. On a préféré remplacer ces coopérants par tout genre d'ingénieurs ou même des titulaires de maîtrise en économie pour devenir des enseignants. Alors je crois que le résultat, il est là. Pour ma part, ce sont ces causes-là qui ont entraîné la descente aux enfers dans l'enseignement des mathématiques au Togo. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, vous avez compris avec nous les causes historiques et les causes institutionnelles explicatives vraiment de ce problème. C'est un problème parce qu'une étude réalisée par le secrétariat technique permanent en 2019 sur les statistiques au niveau de l'université montre clairement que plus de 66% des étudiants vont en lettres. Et ils ont très peu de chances dû au fait qu'ils ne font que des licences fondamentales. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit effort pour aller vers la licence professionnelle, mais le rythme de cette innovation, de ce changement est assez lent et il faut faire vite si nous voulons véritablement que nos élèves aient beaucoup de chances pour embrasser des carrières porteuses sur le marché du travail. Monsieur le professeur, certains disent que les épreuves des mathématiques et des sciences physiques aussi font que les épreuves sont assez corsées et ça ne permet pas aux élèves d'avoir de bonnes notes. Vous qui enseignez cette matière au niveau des deux universités, au niveau de l'ENS d'Atapamé, et au niveau de l'Institut des sciences mathématiques que vous avez créé pour former ceux qui veulent avoir une bonne base avant de s'inscrire dans une filière, et les professeurs qui reconnaissent de toute façon certaines faiblesses et qui veulent relever leur niveau avant de se remettre à niveau, parce que c'est ce travail que vous faites au niveau de l'Institut dont on va parler tout à l'heure. Alors, est-ce que vraiment les arguments avancés par l'homme de la rue, parce que ce n'est pas des spécialistes que nous avons trouvés, mais il faut éclairer l'homme de la rue pour voir est-ce que vraiment les épreuves qui sont difficiles et qui ne permettent pas aux enfants de pouvoir avoir de bonnes notes. Vous savez, le baccalauréat a commencé par se passer au Togo, je crois, aussitôt après la création de l'université de Lomé. Pour savoir si les sujets sont plus difficiles ou pas, jetons un coup d'œil au sujet des années 75, 80, 85, pour comparer les sujets. Pour ma part, les sujets ne sont pas plus difficiles que le niveau. Le sujet est normal. C'est peut-être l'enseignement reçu par les élèves en comparant à ces sujets qui commencent par dire « Ah mais c'est comme si c'est plus difficile que d'habitude ». Sinon, ce n'est pas difficile. C'est vrai, il y a une autre cause que j'allais oublier. Vous savez, entre 1993 et 2005, près de 90% des maîtrisards en mathématiques que nous sortions à l'université de Lomé sont partis vers le Gabon et la Côte d'Ivoire à cause des salaires qui étaient très élevés là-bas. Et ça aussi a creusé davantage le fossé. Voilà, sinon les sujets, pour ma part, en série D comme en série C, je les ai parcourus et je crois qu'ils sont normaux. C'est des sujets d'un bac normal scientifique. Un autre aspect que nous allons aborder avec notre invité, très important, quand les élèves bacheliers qui viennent d'obtenir leur bac série scientifique ont de faibles notes dans maths, en sciences physiques, quelle sera l'incidence au niveau de l'université? Est-ce qu'ils peuvent, toutes les portes des facultés, écoles, instituts, que ce soit dans les universités publiques ou privées, au plan national ou international, est-ce que ces portes-là peuvent vraiment s'ouvrir? Parce que si ces portes ne s'ouvrent pas, ça veut dire que le projet professionnel de l'enfant ne pourra pas véritablement se réaliser. Et donc, en tout cas, le spécialiste est heureusement sur le plateau, il va véritablement nous éclairer pour que les parents, les élèves, vu que nous sommes à quelques semaines seulement de la rentrée scolaire, il faut que chacun prenne ses dispositions. C'est justement pour cela que cette question est fondamentale pour nous. Monsieur le professeur, éclairez-nous. Bien, merci beaucoup. Vous savez, la série C est considérée comme la série sciences mathématiques. Donc, lorsque l'élève a un bac C, la première possibilité, il peut rentrer au département de mathématiques. Il peut faire les mathématiques fondamentales comme les mathématiques appliquées. La deuxième possibilité, il peut passer n'importe quel concours d'ingénierie. Ça, et dans n'importe quelle école d'ingénieur,
il y a ce qu'on appelle 2 ans de maths physique d'abord avant de commencer l'ingénierie. Ils sont souvent prioritaires. Bac série D, c'est là-bas il y a SVT, mathématiques et sciences physiques. Et là également, les 3 matières, puisqu'on appelle la série D, sciences expérimentales. Et donc, les 3 matières sont nécessaires pour dire que j'ai réussi ma série. Alors, quand un élève de bac D, il peut obtenir la moyenne en SVT, il rate la moyenne en mathématiques et ou en sciences physiques, il est clair qu'en médecine, on ne le prendra pas. Donc, il a raté sa série. Il ne peut que venir à l'université, à la fac des sciences, en SVT. Et là encore, il peut mettre 3, 4, 5, 6 ans avant d'avoir la licence qui devait s'obtenir en 3 ans. Celui qui a aussi le bac C, qui a raté la mathématique et ou les sciences physiques, lui, il a aussi complètement raté sa série. Donc, son projet professionnel ne peut pas se réaliser. C'est ça. Alors du coup, il y a vraiment un problème à ce niveau. Cependant, comme je le disais tantôt, les élèves peuvent forcer la main, aller présenter leur relevé de notes, leur bulletin pour dire que oui, je travaille bien, c'est le jour de l'examen. La DAS accepte les prendre, mais quand on les prend, il y en a qui font jusqu'à 9 ans avant d'obtenir la licence, qu'on devait obtenir en 3 ans. Voyez-vous, les chiffres que je donnais par rapport à la série C, 467 admis, 140 moyennes. Or, c'est dans ces séries C que se trouvent les 2 lycées scientifiques. Les 2 lycées scientifiques ne forment que les séries C. Et donc, la majorité des moyennes sont raflées par les élèves des lycées scientifiques. Alors que les élèves des lycées d'enseignement généraux, eux, généralement, ils n'ont pas la moyenne en maths. Je prends un exemple très simple. Le lycée Cara 1, qui était le lycée qui connaît la série C depuis des années, je ne sais pas, est-ce que déjà en 1975, il n'y avait pas déjà la série C? On n'a eu que 9 candidats. Et sur les 9 candidats, ils ont tous réussi au baccalauréat. Ce que tout le monde peut applaudir. Mais un seul a la moyenne en mathématiques. Wow. Cela veut dire que sur les 9, 8 ont raté leur série et un seul a la moyenne en mathématiques. Et ça, c'est parce que je me suis renseigné au niveau du lycée. Et ça, c'est comme ça partout. Voilà le problème. Donc, pour ma part, évidemment que les notes dans les matières fondamentales orientent le parcours de l'enfant au niveau supérieur. S'il veut faire la technique, s'il veut faire la médecine, ou s'il veut faire vraiment les sciences fondamentales exactes, tout ça là, tout dépendra de sa base. Si vous êtes décideur, vous êtes parent, vous êtes bachelier, vous êtes un élève qui vient de réussir pour faire la terminale à la rentrée prochaine 2021-2022, nous tirons simplement leçon que ça ne va pas. Ah oui. Nous voulons bien que nos enfants réalisent leur projet professionnel. Mais si nous ne prenons pas conscience de ce qui fait que leur projet professionnel ne peut pas se réaliser après le baccalauréat, si rien n'est fait, il y aura véritablement problème. Il a parlé de la DAS tout à l'heure, la direction des affaires académiques et de la scolarité de l'université. Avant de poursuivre le débat, la prochaine question à laquelle il va répondre, c'est que qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comme le problème est ainsi, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mais on va souffler un peu pour faire un clin d'œil à la DAS de l'université. Qu'est-ce qu'on fait à la DAS, surtout pour les nouveaux bacheliers? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et donc nous avons une mission académique et une mission pédagogique. Et donc pour faire simple par rapport aux bacheliers, la DAS est cette direction qui est la porte d'entrée d'un bachelier à l'université de Lomé et à la fois la porte de sortie. La porte d'entrée parce que quand le bachelier arrive, c'est la DAS qui organise l'accueil de ce bachelier-là en lui donnant toutes les informations possibles dont il a besoin pour savoir dans quelle filière, dans quel parcours il doit aller, comment est-ce qu'il doit faire ses cours, parce que c'est la DAS également qui met les bacheliers donc dans les amphis, qui organise les emplois du temps. C'est la DAS qui organise les examens et c'est la DAS qui donne l'attestation et le diplôme à l'étudiant et c'est en cela que la DAS constitue en même temps la porte de sortie de l'élève. Le bachelier arrive
à l'université par la DAS. La DAS fait de lui un étudiant en l'inscrivant et la DAS lui donne un diplôme et il sort de l'université. Merci, monsieur le directeur adjoint, qui nous a éclairé, en tout cas qui a éclairé les bacheliers et leurs parents, parce que c'est eux qui sont plus concernés par cette information. Alors, monsieur le professeur, nous constatons que ça ne va pas. Est-il possible pour ceux qui n'ont pas une bonne base en mathématiques et en sciences physiques et qui veulent réaliser leur projet professionnel sur le campus universitaire ou dans les universités, en tout cas dans les filières où ils veulent bien s'inscrire? Est-ce qu'il y a une possibilité? Évidemment, il y a possibilité. Il y a un adage qui dit « il vaut mieux reculer pour mieux sauter ». Nous, les parents d'élèves, nous avons tendance à vouloir dire « oui, mon enfant a eu le bac à 16 ans, oui, mon enfant a eu tel diplôme à 20 ans ». Mais et après? Il peut avoir le diplôme effectivement à 20 ans, mais que ce diplôme ne le serve à rien et que finalement, toi, le parent, tu sois obligé de le prendre en charge toute la vie. Et c'est pourquoi je dis, parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Vous savez, moi, j'ai fait des propositions à l'université il y a de cela au moins 6-7 ans. Pour dire qu'il y a de nos jours des enfants très jeunes qui réussissent au baccalauréat à 16 ans, à 17 ans, dans les séries scientifiques, mais qui ont raté les matières scientifiques. Pourquoi ne pas ouvrir à la fac des sciences une année préparatoire et les enfants la passent par là d'abord avant de s'inscrire dans les différents départements. Tout à fait. Et la question n'a pas été trop loin. Et évidemment, lorsque la Société des sciences mathématiques a initié l'Institut de mathématiques, sciences et technologies, nous avons mis dedans une année préparatoire. La première année, nous avons effectivement les parents qui ont compris la nécessité de reculer. Et la plupart de ces enfants qui ont passé les concours en dehors de l'université, eux, c'est bon. Ouais. Maintenant, ceux qui veulent passer les concours à l'université refuse de prendre en compte les notes là. Alors du coup, nous avons mis un petit frein pour pouvoir sceller des accords clairs avec l'université pour leur dire ce n'est qu'un recul que l'enfant veut prendre, testez-le à travers les concours et on va voir s'il a réellement pris l'envol. Il ne sert à rien de dire, voilà, il ne sert à rien de dire oui, il n'y a pas de test pour ça, etc. Donc nous sommes en train de faire, et si on arrive à sceller des accords avec les deux universités, je crois que ce programme va redémarrer d'ici peut-être peu pour préparer correctement les enfants qui ont raté les mathématiques. Tenez-vous bien, lorsque nous avons fait notre première expérience, j'ai dit, on fait d'abord un petit programme de classe de seconde pour voir si le retard n'est pas depuis là-bas. Puis après, première et ensuite terminale. Mais on s'est rendu compte que le retard des enfants, même c'est au-delà de la classe de seconde. Ouais. Normalement, même il fallait reculer davantage. Même au collège, même au primaire. Même au collège. Ou au préscolaire, pourquoi pas. Voilà, avant d'aller. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est dire tout simplement que, effectivement, il y a cette possibilité et que l'Institut des sciences, l'Institut de mathématiques, sciences et technologies, y tient beaucoup à cela parce que c'est de notre devoir d'aider et les parents et les élèves à mieux se réorienter avant de s'inscrire dans une institut de l'enseignement supérieur. Alors, dans l'accord que vous êtes en train de négocier avec les deux universités, mais les deux universités elles sont autonomes, non? Bien sûr. Est-ce qu'elles sont obligées de se concerter d'abord avant d'accepter votre suggestion, votre proposition de mettre en place cette unité-là? Dans tous les cas, nous, on veut que ce soit que les deux universités acceptent le principe. Alors. Parce qu'il peut y avoir des enfants après l'année préparatoire qui veulent faire Cara ou qui veulent faire Lomé. Donc pour nous, il faut l'accord des deux. Donc nous sommes en train. Ok. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez qu'un des objectifs aussi de cette émission, c'est d'attirer l'attention des décideurs, d'être un peu souple pour donner des chances aux enfants qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire dans les filières de leur choix, vu qu'ils ont des projets professionnels. Alors, une telle initiative, logiquement, devrait, à notre avis, être encouragée, que ce soit par l'Université de Cara ou l'Université de Lomé. Nous espérons quand même que les négociations vont aboutir. Dans nos échanges, monsieur le professeur, en aparté, vous nous avez fait part d'un expert canadien, spécialiste en mathématiques, qui est venu jeter un coup d'œil sur ce que nous faisons en mathématiques. Est-ce que le résultat de son diagnostic est partagé et qu'est-ce qu'il a pu trouver? Nous avons découvert un expert canadien au nom du professeur Laurent Théis qui est passé même à la télé ici, on a fait une émission et
ce professeur, qui est professeur titulaire aux universités, à l'université de Sherbrooke au Canada, sa spécialité, comment enseigner les mathématiques au cours primaire. C'est-à-dire, comment enseigner les maths de CP1 au CM2. Alors du coup, nous l'avons approché, la société mathématique l'a invité, il est venu, il a fait environ 1 mois pour passer d'une école à une autre, pour voir comment les instituteurs et institutrices dispensent les cours de mathématiques, CP1, CP2, C1, C2, CM1, CM2. Il est reparti, c'était donc en avril-mai 2018, il nous a envoyé un rapport avec des recommandations en octobre 2018. Et nous avons transmis les recommandations aux autorités ministérielles. Et nous leur avons dit, la société mathématique est disponible pour venir discuter avec les professeurs des ZENI pour voir quel programme doit-on faire en respectant les recommandations de notre monsieur, en regardant aussi nos réalités pour essayer d'améliorer l'enseignement des mathématiques dans nos ZENI. Mais à cette date, disons qu'avec souvent le changement des ministres, ça n'a pas été possible jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut avoir au moins une idée d'un diagnostic qu'il a fait et une des propositions? Il a trouvé que l'enseignement des mathématiques au primaire n'est pas tout à fait bien adapté et qu'on doit le revoir. Revoir ceux qui enseignent les mathématiques eux-mêmes, c'est-à-dire les instituteurs, les institutrices. Apparemment, selon lui, leur formation n'est pas tout à fait équilibrée. Et ça s'explique. Vous savez, je dois vous dire la vérité. Il y a certains problèmes de CM2 que certains instituteurs ne peuvent pas traiter. Quand je prends les problèmes de Segril des années 73, 74, 75, pour chercher ces problèmes-là. Aujourd'hui, ce sont ces problèmes-là qui nous ramènent dans les situations problèmes. On nous dit de poser ces problèmes avant de donner le cours de mathématiques. C'est dit tout simplement que ça mérite de corser un tout petit peu cette formation des instituteurs dans cette discipline. Alors, les autorités éducatives du ministère de l'enseignement primaire et secondaire qui ont en charge la réforme des curricula au niveau des ZENI, nous espérons que tout ce qui est en train d'être dit ici sera pris en compte pour voir dans quelle mesure tenir compte des conclusions, puisque le document est là. S'il ne retrouve pas le document, le professeur Diarra est là, alors le ministère peut l'approcher et prendre en compte ce qui est possible afin que la prochaine cohorte des normaliens qui sortira des ZENI du Togo puisse avoir un niveau beaucoup plus relevé en mathématiques, en calcul et autres, pour mieux accompagner les enfants. Et c'est vraiment notre souhait, en tout cas nous au niveau des débats d'éducation, c'est le souhait aussi des parents parce qu'ils veulent que leurs enfants aient de très bonnes moyennes. Et ce que nous disons, c'est valable aussi pour le secondaire. Voilà, parce que c'est toute la chaîne qui doit être revue, huilée pour permettre vraiment aux enseignants d'abord et aux élèves d'être performants en mathématiques parce que c'est la base du développement. Les Américains appellent les maths, les sciences, la technologie, les matières de créativité, les matières de compétitivité. C'est comme ça qu'ils appellent ces matières. Et c'est avec ces matières qu'ils créent pour dominer le monde. Et le Togo a besoin on sorte nous aussi des spécialistes dans ce domaine. Monsieur le professeur, nous savons que nous sommes dans le contexte de la Covid-19. Alors, est-ce qu'il est aisé pour un professeur de donner des cours, surtout à l'université, puisqu'il y a des cours en ligne qui se font, il est aisé de donner des cours de mathématiques et de sciences physiques en ligne? Suite à la pandémie de Covid-19, le gouvernement n'avait pas de choix. Tout à fait. C'était de dicter des mesures barrières. Et on ne pouvait pas rester bras croisés. Alors on a initié les cours en ligne, ce qui est normal. Mais pour les cours de mathématiques, j'avoue que cette façon de faire ce cours en ligne n'est pas adaptée à nos élèves. D'abord, non seulement la plupart des élèves n'ont pas des smartphones, ils n'ont pas aussi des connexions permanentes, mais c'est aussi leur faible niveau au lycée ne permet pas qu'une simple explication en ligne puisse être suffisante. La mathématique, c'est une matière interactive, c'est des symboles, c'est un raisonnement logique qui doit se vivre
d'une manière interactive. Tout à fait. Alors si par contre, en présentiel, comme on le dit. En présentiel. Si par contre, on avait des possibilités de faire des cours sous forme de visioconférence, où je suis braqué, je fais mon cours, et l'étudiant assis devant peut-être son ordinateur ou bien devant un écran me voit et il écrit au même moment que moi, oui, ça allait peut-être marcher. Mais sinon, cette expérience, elle a été amère pour nous. Je prends un exemple. Quand j'ai fait les examens à l'INSI, première année, où on suppose que c'est la crème des crèmes qui va à l'INSI, mais cette année, quand j'ai fait les cours en ligne et j'ai fait les évaluations, moins de 35% ont pu valider mon unité. Alors donc c'est déjà une très mauvaise chose. Selon moi, vraiment les cours en ligne ne sont pas encore très adaptés pour nos apprenants en mathématiques. On espère que les gens vont accepter la vaccination parce que ça aussi c'est un autre problème au niveau des universités, au niveau de la population togolaise, malgré l'appel du gouvernement pour que tout le monde, en tout cas ceux qui doivent se faire vacciner, que la couverture vaccinale soit très étendue pour qu'on puisse faire véritablement les cours en présentiel. Nous allons terminer notre émission avec 2 questions. Nous savons que vous avez présenté des candidats au concours des sciences mathématiques de l'Union africaine. Alors, est-ce qu'il y aura encore ce concours cette année et est-ce que vous envisagez de présenter encore des candidats togolais? Évidemment, la société mathématique tient beaucoup à cela parce que c'est la seule manière au moins de stimuler nos enfants. Le premier tour du concours de sélection des meilleurs élèves en mathématiques a eu lieu le 21 août dernier, c'est-à-dire qu'il y a de cela 2-3 semaines. Et les résultats sont donnés. Nous avons publié les 15 meilleurs élèves. Parmi les 15 meilleurs, combien sont des lycées scientifiques? Des lycées scientifiques, nous avons eu 6. 6 lycées scientifiques. Et les autres sont répartis sur les autres territoires. Voilà. Et sur les 15 qui doivent commencer la formation, une formation spéciale, il y a 4 filles et 11 garçons. Donc ils vont faire une formation de 10 jours, après laquelle un deuxième tour du concours aura lieu pour sélectionner les 6 meilleurs, 3 filles, 3 garçons. Et c'est les 6 qui vont représenter le Togo éventuellement, si nous avons les moyens. Parce que parfois préparer les enfants est une chose, mais trouver les moyens de les envoyer pour concourir en est une autre. Donc, si nous trouvons les moyens, l'année prochaine, en 2022, nous pensons que nous allons présenter 6 candidats. Vous savez, pendant plusieurs années, nous n'avons présenté que 3 ou 4 candidats à cause des moyens financiers pour pouvoir faire voyager beaucoup de candidats. De telle manière qu'au point, quand on fait un classement national, nous sommes défavorisés parce que pour les absents, on met 0, 0, 0. Et on ne prend que les notes des présents. Et donc, ce qui fait que nous, on se prépare pour ça. Ok, parlez-nous très rapidement de la valeur ajoutée de l'Institut des sciences mathématiques que vous avez mis en place. J'en ai parlé entre-temps et beaucoup de parents ont compris qu'il faut, dont les enfants de toute façon n'ont pas de bonne moyenne en maths et en sciences physiques. Alors ils ont fait passer leurs enfants par là pour une année préparatoire. Les professeurs des collèges qui veulent bien enseigner au lycée passent par là aussi pour avoir le niveau nécessaire pour pouvoir intervenir au lycée. Alors quelle est la valeur ajoutée, en dehors de ce que j'ai déjà dit? Si on doit faire un peu le point ou bien le bilan de cette contribution que vous êtes en train d'apporter, quelle est la valeur ajoutée de votre institut? Oui, elle est assez importante. Vous savez, l'INES d'Atapamé forme des licenciés en mathématiques et sciences physiques pour l'enseignement des CEG. Mais quand on arrive au lycée, il n'y a pas de formation. Nous sortons des masters en mathématiques de recherche qui n'ont ni pédagogie, ni psychologie, ni didactique. Et on nous dit qu'ils vont aller enseigner les mathématiques. Quand on prend la science physique, vous savez, il y a des masters en chimie et des masters en physique. Et les deux doivent enseigner la science physique. Alors ça pose problème. Si bien que l'Institut de mathématiques, sciences et technologies a créé un master professionnel d'enseignement de mathématiques et un master professionnel d'enseignement des sciences physiques. Cela veut dire que non seulement nous allons concilier pour les physiciens et les chimistes les deux pour qu'ils soient compétitifs, mais également nous ajoutons et la psychologie, la pédagogie et surtout la didactique de la matière.
La didactique de la matière, ce n'est pas la pédagogie. Ce n'est pas du tout la psychologie. Je suis venu en classe, je vais enseigner la probabilité à un enfant. Comment je dois me prendre pour qu'il comprenne cette probabilité. Ce n'est pas un docteur en psychologie ou un docteur en pédagogie qui peut enseigner ça. C'est un docteur en mathématiques qui doit apprendre maintenant les techniques d'enseignement de la probabilité. Et c'est ça que nous appelons la didactique de la matière. Donc à l'Institut, nous enseignons et la didactique de la matière. Et ça, je suis certain que ces éléments-là que nous sommes en train de sortir, l'année passée, nous avons sorti les 24 premiers masters. 23 ont passé le concours, nous attendons les résultats. Cette année, nous allons sortir 37 en mathématiques et 16 en sciences physiques. Et nous allons continuer parce que pour nous, nous avons lancé un défi. D'ici 2030, nous devons relever un tout petit peu le niveau de l'enseignement des sciences exactes. Ok. Alors, nous encourageons de toute façon cette initiative du professeur Thiariè. Une toute dernière question, monsieur le professeur. Nous savons tous que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire 2021-2022. Et vu le problème qui a été diagnostiqué en matière d'enseignement des mathématiques et des sciences physiques, la faible performance des élèves, faible représentativité des femmes même dans l'enseignement, dans le corps enseignant, il y a tous ces problèmes-là qui sont mélangés et vous avez soulevé les causes culturelles, historiques qui font que vraiment on n'est pas bien loti en matière d'enseignement des mathématiques et des sciences physiques dans le système éducatif togolais depuis le préscolaire jusqu'à l'université en passant par les collèges et les lycées. On est à la veille de la rentrée. Nous avons besoin en tant que spécialistes, en tant que fondateurs de la société sciences mathématiques, vos conseils aux élèves, vos conseils aux parents, vos suggestions aux décideurs pour qu'on puisse vraiment relever le défi. Aux élèves, je dirais tout simplement, chers élèves, n'ayez pas peur des matières scientifiques. Concentrez-vous dès le début de la rentrée. Dès le premier cours et faites les exercices qu'il faut. En maths et physique, il n'y a pas de miracle. Il faut comprendre le cours et s'exercer. Les deux, obligatoirement, vous allez vous en sortir. Ça, c'est aux élèves. Aux parents d'élèves, c'est également à vous de fournir aux apprenants, à vos élèves, au moins les documents nécessaires. Il y a des établissements où on ne trouve même pas un seul livre pour les élèves. Alors toi, le parent d'élève, qui a conscience que l'enfant a besoin d'un livre à la maison pour s'exercer, il faut lui fournir ces documents, lui apporter l'accompagnement nécessaire, le matériel de géométrie qu'il faut pour que l'enfant travaille. Maintenant, aux enseignants, laissons nos orgueils de côté et attirons les enfants vers notre matière. Il est temps, parce que la qualité d'un enseignant se mesure à travers la réussite de ses élèves. Il est temps qu'on se pose cette question. Maintenant, aux décideurs, qu'est-ce que j'allais dire? Tout simplement, là, ce n'est pas des conseils. Je dirais tout simplement, il faut un plan Marshall pour l'enseignement des sciences exactes au Togo. Vous savez, il y a un article, le statut des enseignants qui a été promulgué en 2018, dit en son article 14 que, en plus des conditions générales d'accès aux emplois publics prévus par le statut de la fonction publique togolaise, nul ne peut être recruté comme enseignant ou formateur s'il n'a suivi une formation professionnelle initiale sanctionnée par un diplôme d'aptitude à la profession d'enseignant dans une institution agréée. Ça existe. Ça a été promulgué par le chef de l'État. Mais est-ce que nous appliquons cela? Que faisons-nous pour que nos enseignants soient réellement des enseignants sortis des formations? Et donc je crois qu'il faut que nous-mêmes, que les décideurs essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer. Nous tenons à vous remercier sincèrement, monsieur le professeur, pour tous ces éclairages que vous avez donnés, toutes ces suggestions, ces conseils aussi que vous avez donnés, aussi bien aux élèves, aux parents, aux professeurs, et les suggestions aussi aux autorités, vraiment, pour que le plan Marshall dont vous venez de parler, vraiment prenne corps un beau matin. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique débat thématique avec notre professeur, le professeur Thiariè, professeur titulaire de mathématiques de l'Université du Togo, enseignant également à l'ENS d'Atapamé et le fondateur de la société Sciences Mathématiques et de l'Institut des Sciences Mathématiques. Alors, donc vous comprenez qu'il a plusieurs casquettes qui nous
qui justifie pourquoi c'est lui que nous avons fait appel à plusieurs reprises de toute façon pour éclairer eh bien, la lanterne sur l'enseignement des mathématiques dans le système éducatif togolais. Nous allons donc à la rubrique Actu Éducation avec ma collègue Dodo qui va me rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Comme je l'ai annoncé, je suis avec ma collègue Dodo pour la rubrique Actu Éducation et Agenda Éducation, où vous aurez toutes les informations sur l'actualité éducative au plan national et international. Dodo, bonsoir. Bonsoir Marcel. La parole est à toi. Alors, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans les 2 dernières rubriques de cette émission Actu et Agenda Éducation. Au sommaire, les préparatifs de la rentrée, l'éducation inclusive, la récompense des meilleurs élèves et la mise à disposition de certains établissements des infrastructures socio-éducatives. Et nous commençons avec la rentrée scolaire. C'est dans moins de 3 semaines. Dans les rues de Lomé sont exposés les cahiers et tout ce qui va avec. Le cahier qu'on achetait à 200 francs est passé à 300. Les parents ont quand même décidé d'acheter petit à petit les fournitures pour garantir une bonne rentrée à leurs enfants. Suivons plutôt ce reportage. Encore quelques semaines de loisirs et ça sera la fin des belles vacances. Le retour en classe pour les élèves. Côté parents, la pompe à stress fonctionne déjà en plein régime. Il faut bien apprêter les fournitures et autres accessoires pour une belle reprise. Déjà dans les marchés, sur les étalages attendent cahiers, crayons, gommes et bien sûr leur prix. Je me prépare à temps pour que à la veille que je ne sois pas déçu. Parce que des fois, quand tu ne te lèves pas tôt, après, c'est que les enfants vont rentrer sans les fournitures. Cette année, je me suis dit, il faudrait que je me lève très tôt pour pouvoir payer petitement les cahiers, les couvertures, et les fournitures scolaires pour mes enfants. Et ça, je suis venu, j'ai vu que le prix s'est élevé. Je n'ai pas pu payer toutes les choses. J'ai payé le minimum. Des lève-tôt qui ménagent déjà leur monture, mais pas encore assez pour occuper vraiment les commerçants. Un peu désœuvrés pour le moment. Depuis matin jusqu'à 11h, c'est maintenant que la dame est venue payer la couverture kaki. Et pour le moment, c'est un qui vient. On a déjà acheté les marchandises et tous les cahiers, les cartons de cahiers, les règles, tout. Mais pour le moment, les parents ne viennent pas parce que les choses sont chères. Les cahiers, les cartons de cahiers qu'on payait à 14 000, 15 000 là, sont revenus à 20 000, 19 000. Le cahier carton chez nous, c'est à 18 000. Si l'État pourrait nous aider à diminuer les articles pour que les parents et ceux qui revendent aussi peuvent acheter les choses facilement. Pareil pour cette dame qui avance elle aussi peu à peu pour amortir ses dépenses. J'ai trouvé un peu d'argent et je me suis dit je vais venir payer les cahiers. Mais ce que j'ai remarqué sur le marché, les choses sont très chères, très chères. Le paquet de cahiers qu'on payait 800 avant est devenu à 900, à 1000 francs. On ne peut pas attendre puisqu'on ne sait pas, on n'est pas sûr qu'on va diminuer ou bien on va encore augmenter. On espère que le prix diminue, on vient payer le reste. Préparatif rentrée scolaire, c'est aussi le kaki. Pas encore à la portée de ce client, la rentrée c'est aussi ça, mais ça finit toujours par rentrer. Et si certains élèves peuvent compter sur leurs parents, d'autres par contre ne peuvent compter que sur les bonnes volontés pour bien commencer la rentrée. En tout cas, dans la commune de Thône 4, les élèves vulnérables ont pu compter sur un natif de milieu pour avoir de quoi démarrer en toute quiétude la rentrée. Et après les fournitures, il faut déjà penser à l'établissement dans lequel l'élève va poursuivre son cursus scolaire. Un autre casse-tête pour les parents. Nous étions dans quelques établissements pour voir un peu comment les inscriptions se font. Reportage. Le choix d'une école et l'inscription des enfants
un casse-tête pour les parents des nouveaux collégiens et lycéens. La rentrée approche à grands pas. Madame Badati veut s'y prendre tôt. Ce matin, au lycée Bé-Clicamet, elle fait partie des tout premiers à se pointer devant monsieur le censeur. Motif, trouver une place pour Martial, son garçon admis au BEPC. Le censeur étudie le dossier de Martial. Donc en mathématiques, oui, 11, ça veut dire que si on te met en seconde D, tu dois redoubler d'efforts. Le gouvernement fait des efforts pour rendre l'école gratuite. Il ne faut pas que ces efforts-là soient vains. Mon ami, tu dois te mettre au travail. Après quelques minutes, le dossier de Martial est accepté. Madame Badati est soulagée. Et nous avons vu le censeur et puis il nous a reçus. Il a inscrit mon fils. Je suis contente. Et il lui a aussi donné des conseils pour l'année. Et je crois que ça va aller. Aussi, lui est venu s'enquérir des conditions d'inscription. Il repart bien renseigné. Je suis venu à l'établissement ce matin pour chercher la place pour mes 2 enfants. Demain, je vais s'apprêter les dossiers pour présenter à monsieur le censeur. Le censeur m'a dit que pour cette année, le collage est gratuit. Au lycée technique d'Adido Gomé, le processus n'est pas le même. Il faut passer par une étape de présélection. Tu as 2 bulletins, il reste 3e à légaliser. Et en plus, ça, là, il faut attestation de scolarité. Papa, c'est ça. Si c'est bien fait, tu viens. Bon, il est presque minuit, nous allons terminer à 12h30, donc tu reviens demain matin. Suivant, ici, là, nous faisons seulement les études, les contrôles. Mais pour les sélections maintenant, pour faire sortir maintenant, c'est à la direction de l'enseignement technique DST qui s'en charge pour ça. Dans certaines écoles privées, comme ici à Kouvahe, l'inscription suit 3 étapes. Ici à Kouvahe, quand le parent arrive, nous lui remettons la fiche de renseignement. Le parent constitue le dossier, nous étudions le dossier et nous faisons l'inscription de son enfant. Après l'inscription, le parent a droit au carnet de correspondance qui est un outil très important qui permet de communiquer avec les parents. D'une école à une autre, le processus varie, mais l'étude des dossiers reste incontournable. Dans les écoles, des dispositions se prennent pour offrir de meilleurs cadres d'études aux élèves dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19. La rentrée, c'est aussi les infrastructures éducatives. Les élèves du lycée de Zalivé et de l'EPP-Zébévi dans les lacs n'ont plus de soucis à se faire en la matière. De nouveaux bâtiments ont été construits pour les accueillir à la rentrée prochaine. De quoi désengorger les classes, surtout en ce moment de Covid où la distance physique est exigée. La cérémonie de remise dans ce reportage. Ce nouveau bâtiment de 3 classes est le 5e, construit ici au lycée Zalivé dans la préfecture des Lacs. Un bâtiment équipé de tables-bancs avec une direction et un magasin. L'infrastructure va accueillir dès la rentrée prochaine les élèves de terminale. Les effectifs augmentent d'année scolaire en année scolaire. Et l'année prochaine, nous aurons besoin de ça. Surtout avec la pandémie de la Covid-19, nous avons l'année passée observer le double flux. Il y en a qui viennent dans la matinée, d'autres l'après-midi. Bon, s'il y avait 2 bâtiments, tous devaient venir le matin. Parce que parfois, pour ce double flux-là, ceux qui viennent dans l'après-midi, ils sont un peu lésés. Nous remercions beaucoup le gouvernement et à travers le gouvernement, le chef de l'État. À quelques kilomètres de Zalivé, nous sommes à Abalokondi. Ici, à l'EPP-Zébévi, ce bâtiment nouvellement construit vient remplacer l'ancien enclair depuis 2015. À cela s'ajoutent 2 blocs de latrines. De quoi améliorer les conditions d'études des élèves. Ces écoles étaient en paille et en clair. Aujourd'hui, les enfants travaillent dans des bâtiments en dur. Évidemment, cela change complètement la qualité de leur environnement de travail et va aboutir à décupler leurs efforts d'apprentissage. Et donc c'est le lieu de saluer, de remercier très chaleureusement son Excellence Monsieur le Président de la République pour son engagement constant au service des couches les plus défavorisées qui se manifeste par la mise à disposition d'infrastructures scolaires.
Ces infrastructures socio-éducatives sont réalisées dans le cadre du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires. Elles ont coûté plus de 48 millions de francs CFA, financés par le budget de l'État. La communauté a fait son travail qui est celui de disponibiliser le site avec un document qui nous garantit que personne ne viendra demain dire que c'est sur son terrain et a participé au suivi des travaux jusqu'à la réception provisoire. L'année prochaine, on fera la réception définitive, mais aujourd'hui, on a déjà la réception provisoire. Ça veut dire que l'ouvrage peut être utilisé. Et donc, Madame le ministre a accepté de venir présider cette remise de ces ouvrages-là aux communautés pour que dès la rentrée prochaine, les gens puissent commencer par utiliser ces ouvrages-là, quitte à attendre le moment arrivé pour faire la réception définitive. Et ceci aussi, on verra si les ouvrages n'ont pas de problème. Des ouvrages comme ceux-ci, il y en aura dans d'autres communes du Togo. L'ANADEB travaille actuellement sur d'autres demandes qui ne tarderont pas à être satisfaites. Et les élèves s'intéressent de plus en plus à la science. Vous allez les voir dans le sujet qui va suivre. Ils ont réalisé des choses extraordinaires. Je dirais même qu'ils sont bien aguerris et constituent une main-d'œuvre forte dans le domaine scientifique togolais. Ce sont des apprenants formés à l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers, une école scientifique. La sonnerie sonne 4 secondes. Le début et la fin de chaque heure. Nous avons une lampe. Sonnerie automatique, feu tricolore et lampadaire et portail automatique. Des projets scientifiques réalisés par des jeunes élèves de l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers OPEM, une école scientifique technologique panafricaine. Ces 3 réalisations viennent censurer le parcours scientifique de ces lycéens et collégiens. Moi, j'ai travaillé sur le projet de sonnerie automatique. Donc là, c'est pour éviter qu'un élève en prof ne se lève pour aller sonner à chaque fois. Il nous a suffi d'écrire un code dans un logiciel appelé Arduino où on a mis l'heure, l'emploi du temps. Je me sens très heureuse. Ça veut dire que je peux faire quelque chose de moi-même. Pour appuyer mon diplôme de BEPC, donc j'ai passé ma certification. J'ai élaboré un projet portant sur un portail automatisé. Donc avec une télécommande, on peut actionner le moteur pour permettre l'ouverture et avec une autre touche, on actionne la fermeture. 2 semaines pour la réalisation, le montage, le câblage et tout. Conduire l'élève à une réflexion continue dans le domaine scientifique et allier les besoins du savoir-faire au programme normal de l'école. Une vision des premiers responsables pour apporter un plus au système éducatif togolais. Le challenge, c'est de mettre les jeunes africains dans le même environnement éducatif que leurs homologues européens. J'ai commencé ce projet pour pouvoir mettre justement nos élèves dans le même environnement et on a vu ici que des élèves qui ont réussi au BEPC avec mention ont encore des compétences scientifiques et technologiques identiques à ce qu'on peut retrouver à Liège, à Bruxelles, à Lille ou à Berlin en fait. Des certificats ont été décernés aux apprenants pour couronner leurs efforts. L'école scientifique technologique panafricaine permet aux élèves de la 6e en terminale de maîtriser en plus du programme normal l'installation électrique suivant les normes internationales et des programmations. Parlons à présent de l'éducation inclusive. La Fédération des associations des personnes handicapées travaille beaucoup sur le sujet. Récemment, ces associations ont revisité le plan sectoriel de l'éducation 2020-2030 pour y apporter des propositions et garantir une véritable inclusion des personnes handicapées dans le système éducatif togolais. Où en est-on avec le projet de baccalauréat harmonisé au sein de l'UEMOA? Le projet a été lancé depuis 2012. Toutes les phases sont presque terminées et les experts de l'enseignement supérieur de l'espace UEMOA étaient à Lomé il y a quelques jours pour accélérer le processus. Voilà tout ce qu'il y a comme information à retenir pour Actu Éducation. Nous avons 2 petites informations pour vous dans Agenda Éducation et c'est tout de suite après ce dingue. Dans
Agenda Éducation, retenez que le secrétariat technique permanent est en pleine préparation de la revue sectorielle 2021 qui se tiendra début octobre de l'année. Suite à la collecte des données sur le terrain, le traitement de ces données va bientôt démarrer. Et puis, la direction des formations et l'inspection générale de l'éducation prévoit de former les inspecteurs, conseillers pédagogiques et conseillers en orientation. Ils ont été sélectionnés pour être formés à l'issue d'un concours. Voilà Marcel pour Actu et Agenda Éducation. Alors, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci. Merci pour nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à vous qui nous avez suivis. À Dodo aussi, merci pour toutes ces collègues d'information pour nourrir les acteurs de l'éducation. Nous vous disons merci et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Bye bye.